de choc du conflit au Moyen-Orient atteint les terres agricoles du continent africain alors que les tensions entre Israël, les États-Unis et l'Iran menacent la stabilité du Golfe. Un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement atteste que 5 pays africains se retrouvent en première ligne d'une potentielle pénurie d'engrais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Goma sous tension, le chef-lieu du Nord Kivu a vécu une nuit de terreur marquée par d'intenses tirs de drones qui ont causé la mort de 3 personnes, dont un membre de l'UNICEF de nationalité française. Joint au téléphone par notre rédaction, Augustin Bissimois nous explique le fait. Déplorons le fait qu'il y ait de morts d'hommes qui continuent dans cette partie de l'Est, dans cette partie de notre pays. Nous osons penser qu'il y a 2 lectures à faire par rapport à ça. La première, c'est que notre pays avait souscrit à un cessez-le-feu et le cessez-le-feu devrait être respecté par toutes les parties pour que nous puissions aller dans le sens de la paix. Parce que si il s'avère vrai que ces drones qui a fait mort d'hommes à Goma venaient de la partie gouvernementale, je crois que ce n'est pas bon pour notre pays, d'autant plus qu'il a souscrit dans les schémas du cessez-le-feu. Et à tout moment que la violation, je crois que c'est une mauvaise cotation sur le plan diplomatique. Et de l'autre côté, il faut essayer peut-être comprendre réellement si ça vient de FARDC. Parce que nous connaissons comment est-ce que les jeux se jouent. L'ennemi aussi peut un plan d'utiliser, n'est-ce pas, un drone comme ça pour chercher à se victimiser et montrer quand même que, bon, voilà, les gouvernements continuent à violer les cessez-le-feu. C'est comme ça que nous avons toujours exigé qu'il y ait des mécanismes profonds et contraignants de suivi de cessez-le-feu. Parce que si on ne met pas des mécanismes contraignants, on ne saura pas évidemment savoir qui fait quoi sur le terrain et qui viole quoi et quelles sont les sanctions réservées à la partie qui aura violé le cessez-le-feu. Voilà un peu notre lecture par rapport à ce qui s'est passé le matin à Goma. C'est fort possible parce que nous sommes là dans une guerre très compliquée. On est en face des acteurs qui n'ont pas vraiment besoin de la paix et tous les acteurs autour de cette guerre n'ont pas besoin à ce que la guerre cesse parce que tous les acteurs en tirent profit chacune ou chacun en sa manière. Et donc c'est comme ça que nous avons toujours estimé qu'il est très important que la communauté internationale mette des mécanismes contraignants de suivi de cessez-le-feu. Parce que si ces mécanismes existaient réellement, on pouvait très bien savoir identifier ces drones venaient d'où. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore suivi le gouvernement revendiquer cette attaque. Nous continuons à suivre l'évolution de la situation. Nous n'avons pas non plus suivi le Ouazalendo revendiquer cette attaque, comme ça a été le cas lorsqu'on avait tué Willingoma. Donc on attend. Peut-être la journée, il peut y avoir des changements de situation. On attend voir si le gouvernement va revendiquer l'attaque. On attend voir si les FARDC ou les Ouazalendo vont revendiquer. Mais aussi, nous attendons quand même que la MONUSCO, tout ça, avec les mécanismes de suivi de cessez-le-feu, puisse savoir aider à identifier clairement d'où venait cette attaque. Parce que nous sommes... moi, je suis coordonnateur exécutif national adjoint en charge de la défense et sécurité au niveau de la coalition de la gauche congolaise. C'est pas pour rien, je connais très bien, je suis un peu expérimenté en matière de sécurité. Et donc, je reste encore dubitatif parce que cette attaque peut provenir d'un camp comme dans un autre pour chercher évidemment à valoir son narratif sur le terrain diplomatique. Augustin Bissimois est coordonnateur exécutif national adjoint en charge de la défense et sécurité de la coalition de la gauche congolaise. Et entre accusations croisées et silence de belligérants, l'attaque qui a frappé la capitale du Nord Kivu soulève de lourdes interrogations. Stratégie de victimisation de l'AFC M23 ou réelle rupture de cessez-le-feu, l'hypothèse d'une opération sous fausse bannière gagne du terrain alors que la population réclame la lumière sur ces drames. Suivons l'analyse de Crispin Chibassou. Attaque des drones à Goma. Ce matin, les informations sur les réseaux sociaux faisaient état de l'attaque dans les quartiers occupés par la majorité des responsables de l'AFC M23. Les images publiées à ce sujet ont révélé l'impact d'une attaque nocturne qui a occasionné mort d'hommes, notamment le décès d'une ressortissante française.
Selon les indiscrétions, cette attaque des drones non revendiqués serait l'œuvre de la FC M23 pour attirer le regard et la commisération de la communauté internationale sur le non-respect du cessez-le-feu par le gouvernement de Kinshasa. Pendant ce temps, Goma tombe dans la psychose. Pour les observateurs avertis, seule l'enquête réalisée en toute transparence devrait donc établir le vrai commanditaire de cette attaque des drones non revendiquée ni par le FARDC ni par les Wazalendo. L'attaque des drones à Goma ce matin s'apparente donc à une stratégie souvent utilisée par les services de sécurité dénommée Opération sous fausse bannière. L'objectif poursuivi est de faire croire à une attaque imaginaire de l'ennemi, envie de trouver un prétexte de contre-attaquer l'ennemi qui n'a rien fait mais qu'on accuserait de purs mots. Qui serait derrière l'attaque des drones ce mardi à Goma? Seule l'enquête menée indépendamment par les organismes ou par la MONUSCO devrait éclaircir l'opinion publique nationale et internationale sur le vrai commanditaire. Et toujours au nord Kivu, un pan entier de l'aéroport de Mavivi à Beni est parti en fumée ce mercredi. Un incendie d'origine vraisemblablement inconnue, parti d'un restaurant, a réduit en cendres le bureau de la RVA et la salle d'attente de l'aéroport de Beni face à l'embrasement rapide de ces bâtiments en bois. Les équipes incendie des Nations Unies ont tenté de dépêcher en urgence pour tenter de maîtriser les flammes et limiter la casse. On écoute le commandant de l'aéroport. C'est qu'il y a un petit restaurant qui est à l'intérieur de l'aérogare. Il y a eu un problème de gestion et donc la source, c'est un court-circuit venu de ces restaurants qui serait à la base de cet incendie. Et jusque-là, l'aérogare qui servait d'abri pour le moment, c'était construit en planche. Tout est parti en fumée. Et c'est juste une partie du salon d'honneur qui est restée. Et voilà un peu la situation. Bon, il n'y a pas perte en vie humaine. Il y a quelques matériels. Il y a quand même des pertes de matériel parce que ce qui était au sein dans les bâtiments, tout est parti dans le feu. On a juste essayé de sauver quelques meubles au niveau du salon d'honneur. Voilà un peu, suivant les informations et récits quant à cette question. Sorti d'une longue léthargie, l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle entame une nouvelle ère sous l'impulsion de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les membres du comité ont été reçus ce mardi 10 mars 2026 par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, entre orientation stratégique, ferme détermination à moraliser l'administration publique. L'ère est désormais à la traque des antivaleurs. Suivez. Dans l'optique de fixer le cap sur les objectifs à atteindre, les membres du comité de gestion de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP en sigle, ont reçu les orientations du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, autorité des tutelles, le mardi 10 décembre 2026. Vous êtes là pour aider le gouvernement de la République, aider la nation à mener une vraie bataille contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le coulage des recettes, contre l'incivisme au sein des institutions et des administrations publiques. Les orientations données ont été bien appréhendées et le nouveau comité partant sur les nouvelles bases a affirmé la détermination et le défi de la moralisation des agents publics de l'État pour lutter contre toutes sortes d'antivaleurs. Nous avons été adéquatement orientés. Il faut nous attendre sur le rendez-vous de l'action. Longtemps tombé dans la léthargie, l'OCEP reprend le souffle grâce à une nouvelle dynamique insufflée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous croyons aptes à pouvoir assumer, à répondre à la hauteur même des espérances du magistrat suprême et de la nation tout entière. Et nous allons amener l'OCEP à pouvoir réduire tant soit peu la courbe de la corruption. Nous allons aider les agents de l'État à progresser, ne fût-ce que d'un pas, sur la culture des valeurs éthiques dans la gestion de la chose publique.
Après avoir reçu les directives de l'autorité de tutelle, l'équipe dirigeante de l'OCEP s'est dit déterminée à relever les défis de faire respecter le code de conduite de l'agent public de l'État, de promouvoir l'éthique, prévenir et surveiller la corruption au sein des services publics et des entités décentralisées. Rencontre ce mercredi entre le représentant résident du Fonds monétaire international en RDC, René Tassoba, et le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, au centre financier de Kinshasa. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre du suivi du programme du budget sur les réformes budgétaires dirigées par la première ministre Judith Suminwa. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a conféré ce mercredi avec la délégation du Fonds monétaire international conduite par le représentant résident René Tassoba. Cette séance est placée dans le cadre du suivi de l'exécution du programme appuyé par cette institution financière internationale. Selon le représentant résident du FMI, la poursuite de l'exécution du programme était au centre des échanges. À cela s'ajoute l'évaluation des résultats attendus tant en matière de renforcement de la mobilisation des ressources budgétaires que de la mise en œuvre des dépenses publiques. Nous avons pu mesurer l'engagement du vice-premier ministre à consulter les différentes parties prenantes pour s'assurer que les mesures d'ajustement, que ce soit en termes de renforcement de la mobilisation des ressources budgétaires ou bien de rationalisation des dépenses budgétaires, que tout cela se passe de façon optimale. Le but étant de s'assurer que le gouvernement dispose des marges de manœuvre nécessaires pour l'accomplissement de son programme de développement tout en assurant les défis tels que la sécurité, la création d'emplois et puis aussi la mise en œuvre des réformes structurelles. La prochaine étape, c'est la préparation de la mission formelle de revue qui est prévue en fin avril pour faire le point de la mise en œuvre des différents engagements pris avec l'équipe du FMI. René Tassoba a salué l'engagement du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa à poursuivre l'exécution du programme en cours. Tenu en présence du VPM du budget, Adolphe Muzito, et du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana, cette réunion a permis de rassurer les partenaires techniques et financiers sur la stabilité et la bonne gouvernance économique garantie par le gouvernement congolais. Et protection des consommateurs de produits alimentaires en RDC, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a lancé un atelier de renforcement des capacités des comités nationaux en matière de normes sanitaires ce mercredi à Kinshasa. L'objectif poursuivi est de faire de la RDC un acteur majeur dans les commerces multilatéraux. Reportage. Affermissement de la protection des consommateurs de produits alimentaires en République démocratique du Congo et de la compétitivité des produits made in DRC sur les marchés internationaux, l'atelier de renforcement des capacités des comités nationaux en matière de normes sanitaires et phytosanitaires, SPS, obstacles techniques au commerce, ETC et Codex Alimentarius a été lancé ce mercredi 11 mars 2026 à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. La République démocratique du Congo, qui a ratifié les accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au mois de juillet dernier, dont celui sur la facilitation des échanges, et qui a conclu des accords commerciaux avec différents pays, ces produits sont appelés à respecter les normes internationales, a indiqué le ministre du Commerce extérieur en s'adressant aux experts venus des ministères sectoriels dont le commerce, l'agriculture, pêche et élevage, ainsi que santé, mais aussi des organisations patronales, des associations des producteurs et exportateurs et des universités. Dans un contexte dominé par plusieurs crises et une mondialisation croissante, les normes sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce jouent un rôle déterminant dans la régulation du commerce international. Elles visent non seulement à protéger la santé des consommateurs, des faunes et des flores, mais également à garantir la qualité et la sécurité des produits circulant sur les marchés internationaux
et même les marchés nationaux. Pour sa part, Gladys Kalumbola, responsable des programmes des trademarks africains en RDC, cette formation vise de faire de la RDC un acteur majeur dans le commerce multilatéral. La création des comités nationaux concernés traduit la volonté souveraine de la République démocratique du Congo de mettre en place des mécanismes efficaces. Signalons que cet atelier de 2 jours est organisé par le ministère du Commerce extérieur en collaboration avec Trademark Africa. Et à Kinshasa, l'opération des contrôles techniques des véhicules initiée par l'hôtel de ville continue à susciter des réactions au chef de la population. Si les autorités provinciales présentent cette mesure comme un moyen de renforcer la sécurité routière et réduire les accidents liés à l'état défectueux des véhicules, certains habitants dénoncent plutôt une source de tracasseries et s'interrogent sur la compétence des agents déployés sur le terrain. La question du contrôle technique de véhicules à Kinshasa remet sur la table un débat récurrent, celui de la régulation de la circulation routière. À interroger, quelques Quinois dénoncent des tracasseries policières, un phénomène déjà bien connu dans la capitale congolaise. Lorsque de contrôles deviennent synonymes d'amendes arbitraires ou de pratiques peu transparentes, la confiance entre citoyens et autorités diminue rapidement. En tout cas, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de pouvoir contrôler le véhicule, techniquement en tout cas. Mais c'est la manière dont ils le font en fait qui cause problème. Vous voyez? C'est un contrôle, d'après ce que je sais, c'est un contrôle qui doit normalement prendre une année. Ce n'est pas un contrôle qui devrait se faire chaque jour. Vous voyez? Ça ne devrait pas se faire chaque jour. C'est pour une année. Il devrait laisser des intervalles au moins. Un autre point sensible soulevé par cet habitant concerne la qualification des agents chargés de ce contrôle. En tout cas, pour moi, en tant que citoyen, ça a apporté plus de tracasseries, vu le nombre des agents. Mais on ne remarque pas trop la mise en place des mécanismes techniques. On voit plus de gens, mais on ne voit pas de matériaux adéquats à l'identification. Vous voyez, dans un seul arrêt, vous voyez plus de 20 personnes en train de coincer la circulation. Au lieu d'avoir des machines identitaires, on voit plus d'individus. Et je doute fort sur la qualité même de ces agents, vous voyez. On ne sait pas d'où ils ont été formés. S'ils sont des gens du domaine, on ne sait pas. Donc on voit des gens un peu ramassés de partout pour venir faire un boulot qui est technique à la fois. À l'inverse, d'autres voix appellent à ne pas rejeter totalement l'initiative. Pour eux, le principe du contrôle technique est pertinent, mais son application devrait être mieux structurée et faite par intervalle. Notons que la dite opération a été initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Je le disais en titre, l'onde de choc du conflit au Moyen-Orient a atteint les terres agricoles du continent africain, alors que les tensions entre Israël, les États-Unis et l'Iran menacent la stabilité du Golfe. Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement atteste que 5 pays africains, notamment le Soudan, la Tanzanie, la Somalie, le Kenya et la Mozambique, se retrouvent en première ligne d'une potentielle pénurie d'engrais ici dans les continents. Ce journal est complètement terminé. L'info reste en continu sur toutes les plateformes de votre chaîne. Merci de l'avoir suivi.